Voilà, donc on va commencer. Donc bonjour à tous. Quelques rappels. Donc de nouveau, pour éviter les problèmes, vous coupez le son, votre micro. Vous coupez également la vidéo pour pas surcharger la bande passante. Si vous avez des questions, vous les posez via la messagerie instantanée. Elles seront compilées par Cyril Chézy, qui exprimera ces questions à la fin de l'exposé du conférencier. Si vous souhaitez avoir le PDF de la présentation, vous en faites la demande avant samedi soir à l'adresse 3af, pardon, .idf@orange.fr et puis vous recevrez le PDF de la présentation au plus tard dimanche soir. Donc, d'abord, bonsoir Jean-Yves et puis merci pour ta disponibilité. Donc, je vais d'abord te présenter et après je te laisse la parole. D'accord, ok. Donc, Jean-Yves a fait une thèse sur la modélisation de la vitesse de régression des combustibles liquéfiables dans un moteur hybride. Donc, il a soutenu en 2012. Il a ensuite été embauché à l'ONERA comme ingénieur de recherche et sa principale activité lors de son embauche donc à l'ONERA était de travailler sur la propulsion hybride. Il a été responsable des activités NERA dans le cadre du projet ProGeo pour développer un moteur hybride pour une application satellite. Il a également travaillé sur un projet de recherche interne NERA pour améliorer les performances de ce type de moteur. Actuellement, il dirige des activités en propulsion solide et il développe des techniques de mesure pour des applications défense. Il est membre du conseil scientifique du département multiphysique pour l'énergétique de l'ONERA depuis 2018 et également membre du comité de suivi de la feuille de route sur les nouveaux concepts de services en orbite depuis 2018. Voilà, donc il me reste, Jean-Yves, à te céder la parole donc pour cette conférence sur la propulsion fusée hybride. À toi de jouer. Ok, ben déjà, merci Recording Patrick in pour cette progress. introduction. Et bonjour à tous, du coup. Donc, je vais vous présenter une vision de la propulsion hybride, enfin, on va dire un petit peu d'historique, les travaux qui ont été faits, éventuellement des actes de recherche encore actuels. Donc, voilà, ça correspond à une vision, c'est pas l'absolu. Vous pouvez être d'accord avec moi ou pas d'accord. Il y a absolument pas de souci. C'est une présentation que j'ai réalisée avec un collègue, voilà, pour essayer d'avoir la vision la plus large possible. Donc, je vais déjà vous présenter un petit peu ce qu'est la propulsion hybride. Ensuite, on verra un petit point historique. Après, une activité de recherche donc, qui a pris pas mal de temps, c'est la principale amélioration. Les principaux sujets de recherche portaient donc sur l'amélioration de la vitesse de régression, donc ça on va faire un petit focus dessus. Après, comment on modélise la chambre de combustion, puis après on va poursuivre un petit peu le point de vue historique pour arriver aux activités, on va dire, assez récentes et ce qui se fait aujourd'hui. On finira par une petite conclusion. Donc en introduction, donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un moteur hybride? Un moteur hybride, en fait, ça utilise un oxydant et un combustible sous deux états différents. Alors, généralement, l'oxydant est soit liquide, soit gazeux, et le combustible solide. Et donc hybride, pourquoi? Parce que la partie, on va dire, tout ce qui gère l'oxydant, donc le réservoir, les vannes, l'injecteur, se réfère plutôt à la propulsion du liquide, tandis que toute la partie, on va dire, combustible, se réfère à la partie la propulsion solide. Donc, en effet, en fait, on a la chambre, enfin, le combustible qui constitue la chambre de combustion avec le développement de la flamme au sein du canal issu dans le combustible. Donc, généralement, on peut trouver différents oxydants, donc de l'oxygène liquide ou gazeux, de l'eau oxygénée, donc concentrée à différentes concentrations. Bon, le cadre spatial classique, c'est 87% et demi, mais on peut l'utiliser à plus basse. Bon, après, c'est juste pour un point de vue perfo, mais aussi concentré à des concentrations plus élevées, donc jusqu'à 98%, on arrive à en trouver assez facilement. Après, il y a tout ce qui est protoxyde d'azote, enfin, donc dérivé azoté. Après, acide nitrique ou IAFNA, donc qui est de l'acide nitrique ou fumant, enfin voilà, des choses comme ça. Mais bon, là, il y a les plus classiques, on va dire, c'est les trois premières lignes. Et on privilégiera le LOX au GOX pour des questions performance propulsive, le liquide étant beaucoup plus dense par rapport que le gaz. Pour des applications lanceurs, c'est quand même plus intéressant.
En termes de combustible, on pourra retrouver, en fait, on va dire tout ce qui peut brûler. Donc les principaux combustibles, donc le PBHT, le polyéthylène, donc, pareil, on va être prêt à HD pour haute densité, le PMMA, donc plus connu sous le nom de plexiglas, après tout ce qui est paraffine, etc. Mais on peut, voilà, tout ce qui brûle pourrait être utilisé. Et les plus connus, voilà, sont repris sur cette planche. Donc comment ça marche en fait? Donc on a l'oxydant et le combustible qui sont stockés, enfin dire, du coup, sous 12 états différents et séparément. Donc, dès qu'on apporte donc, de la chaleur via l'allumeur, donc la chaleur qui sert à décomposer, enfin à mener l'oxydant sous état gazeux, décomposer le combustible et donc apporter aussi la chaleur nécessaire, on a la combustion. Donc la combustion qui se passe au sein de la chambre de combustion, donc qui est décrite par un processus de combustion donc, turbulente avec la présence d'une flamme de diffusion. Une flamme de diffusion, c'est une combustion hétérogène avec d'un côté l'oxydant qui arrive, de l'autre côté le combustible. Et en fait, on génère un processus auto-entretenu. Pourquoi? Parce que une fois que la flamme s'est développée, la flamme fournit la chaleur pour vaporiser l'oxydant qui rentre, décomposer le combustible. Puis en fait, l'oxydant et le combustible, donc sous état gazeux, vont brûler au sein de la flamme de diffusion. Et donc, du coup, on a un phénomène auto-entretenu entre les transferts de masse et les transferts d'énergie. Jusqu'à temps qu'en fait il y ait un des réactifs qui reste plus qu'un des réactifs. Donc, on va dire soit généralement on ferme la vanne d'oxydant, on éteint la combustion. S'il n'y avait plus de combustible, on éteindrait aussi naturellement la combustion. Donc voilà un petit peu la modélisation. Ici vous avez une vue strioscopique qui a été observée par Musi en 1963. Donc on voit bien donc, le combustible en bas, le bord de la couche limite, et donc la flamme de diffusion qui est contenue dans la couche limite. Voilà, on en reparlera un petit peu parce qu'après, c'est ce qu'on cherche à modéliser, ce sont tous ces phénomènes ici. Donc, quelques avantages et inconvénients donc, de la propulsion hybride. Alors, voilà, on va dire les avantages et les inconvénients, ça va dépendre de quel côté on se trouve. Si on est pour ou contre, on va dire contre, c'est principalement vu de très très loin, les gens qui sont pour la propulsion solide, pour la propulsion liquide, et ceux qui sont pour la propulsion hybride, ils y voient que des avantages. Bon, la réalité, elle est un petit peu au milieu. Donc, on va dire, voilà, j'ai essayé d'être plus objectif possible en détaillant les avantages et les inconvénients. Donc, bon, après, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez être pour ou contre, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, généralement, on a une architecture simple. Bon, j'ai laissé simple entre guillemets parce que, en fait, on va dire, tout dépend de l'architecture que l'on veut faire. Généralement, c'est assez simple. On dit que c'est plus simple que la propulsion liquide. C'est un petit peu plus complexe à faire que la propulsion solide, parce que quand même, la propulsion solide, c'est vraiment relativement simple. C'est juste un tube rempli de propellants. Il y a des problèmes de sécurité à côté. Mais, voilà, on va dire, c'est relativement simple. Par sa nature, en fait, en pilotant le débit d'oxydant, on va pouvoir réaliser la modulation de poussée, et éventuellement en coupant et en arrêtant et en redémarrant l'injection d'oxydant, on va pouvoir faire des pulses, donc des start et stop, ce que vous avez un petit peu ici. Donc un premier pulse, un deuxième pulse, puis un troisième pulse. C'est quand on les superpose, on montre que ça se reproduit bien. Et voilà, donc on peut arrêter et puis redémarrer. Pour pouvoir redémarrer, il faut un système d'allumage adéquat. Donc, si on fait un allumage par torche, il faudra suffisamment de produits qui alimentent la torche. Si on utilise un allumage pyrotechnique, il faut éventuellement un système de barillet avec différents allumeurs pyrotechniques. Bon, les essais que je vous présente ici donc, ont été faits à l'ONERA avec un allumage catalytique. Donc, on en parlera un petit peu après l'objectif. Donc là, en fait, on n'a besoin de rien, c'est juste l'oxydant qui est décomposé, qui sort et qui apporte suffisamment d'énergie pour décomposer le combustible et initier la combustion. Donc là, c'est un petit peu plus facile dans ce cas-là de faire des extinctions et des rallumages. En avantage aussi, on peut utiliser beaucoup d'oxydants et de combustibles différents. Donc, je vous ai mis sur la plage précédente quelques exemples, mais éventuellement tout ce qui brûle, comme je vous l'ai dit, on peut l'utiliser. Bon, les oxydants sont relativement limités parce qu'après, on va tomber sur des oxydants qui sont toxiques et autres, donc ça va amener d'autres problématiques. Mais en combustible, éventuellement, un morceau de bois pourrait être utilisé. Bon, généralement, la propulsion hybride
vu qu'on stocke les oxydants et le combustible de manière séparée, que le combustible est complètement inerte. L'oxydant, il faut le gérer, c'est souvent corrosif ou des choses comme ça, mais ça se gère relativement facilement. Donc on dit que c'est sécurisé. Après, il faut faire attention. Si on utilise des ergols qui sont hypergoliques, du coup, dès qu'ils sont en contact, la combustion se démarre. Donc là, le sécuriser, il faut peut-être le mettre un petit peu entre parenthèses. En inconvénient, en fait, de par son principe de fonctionnement, on pilote le débit d'oxydant, mais on ne pilote pas le débit de combustible. C'est le moteur qui va piloter lui-même la vitesse de régression du combustible et donc le débit. Et donc, on a une variation du rapport de mélange au cours du temps, et donc une variation des performances propulsives au cours du temps. Contrairement à la propulsion solide et biliquide. Propulsion solide, le rapport de mélange est fixé par la composition du propergol. Et en biliquide, c'est fixé par les débits respectifs de l'oxydant et du combustible. Donc après, on peut faire des variations en propulsion liquide, on peut faire aussi de la modulation de poussée, etc., mais en étant toujours au rapport de mélange stoichiométrique, ce qui ne pourra pas être fait en propulsion liquide, enfin en propulsion hybride, pardon. La propulsion hybride aussi souffre d'une faible maturité. On verra un petit peu, c'est connu, la technologie est connue depuis relativement longtemps, mais en fait, on a beaucoup moins investi que la propulsion liquide et la propulsion solide. Donc, du coup, c'est un petit peu en retard au niveau développement. Puis, là, aujourd'hui, on peut dire, même s'il y a une explosion des applications, il y a des gens qui sont un petit peu refroidis parce que justement, c'est pas tout à fait assez mature. Et puis, généralement, il y a des transitoires qui sont assez lents, enfin, qui sont un peu plus lents qu'en propulsion liquide et propulsion solide. Bon, même si, comme on le voit sur les graphiques là, c'est un petit peu, on ne le voit pas nécessairement, mais que si on compare vraiment, on a des choses un petit peu plus, enfin, vraiment finement, on a des choses un petit peu plus lentes. Après, quelques inconvénients, enfin, des inconvénients, enfin, des faux inconvénients. Généralement, en propulsion hybride, on dit qu'on a une faible vitesse de régression. En fait, ça va dépendre de l'application visée. Effectivement, si on cherche des applications, enfin pour des applications type lanceur, où l'objectif principal c'est générer de la poussée, donc en fait il faut des ergols, enfin un débit de combustible qui régresse relativement vite pour à vous fournir plus de poussée. Donc ça, dans ce cas-là, c'est un inconvénient. Pour des applications, on va dire plutôt orbitales, donc moteur de satellite, où il faut des poussées des poussées moyennes de l'ordre d'une centaine de newtons et des temps de fonctionnement extrêmement longs. Et là, la faible vitesse de régression, ça va être un avantage parce que du coup, si on a une faible vitesse de régression, on fait naturellement une poussée qui est relativement moyenne. Et du coup, avec un chargement donné, le temps de fonctionnement va être beaucoup plus long. Donc voilà, la faible vitesse de régression, enfin, ça dépend vraiment de quel côté on se trouve et qu'est-ce que l'on veut faire de la technologie. Après, pour des applications lanceurs, l'intérêt d'avoir des fortes vitesses de régression, c'est en fait on module le facteur de forme. Donc, typiquement, c'est ce qui est illustré par ces figures. Si on a des vitesses de régression, on va dire que ça avait été pris, c'est un lanceur fait par Amrock pour une poussée de 1500 kN avec un temps de fonctionnement de 10 secondes. C'était les specs du lanceur. Si on bat sur une vitesse de régression, on va dire unitaire, il faudra un bloc qui fait 9,35 m de long avec un diamètre de 2,36 m. Donc à chaque fois, le diamètre est fixé et on va jouer sur la vitesse de régression pour regarder l'impact. Après, donc il faut un certain nombre de ports du combustible pour augmenter la surface de combustion. Si on augmente la vitesse de régression, alors, le bloc est un petit peu diminué, on diminue le nombre de ports jusqu'à arriver en fait, à une vitesse de régression. Donc là, c'était x12, où on a un canal cylindrique simple. On a un bloc qui est divisé grosso modo par 3 par rapport on va dire, à la référence. Donc voilà la vitesse de régression. Ce qu'elle pilote, en fait, on va dire, c'est plutôt le facteur de forme. Ensuite, une deuxième faux inconvénient, c'est le faible rendement de combustion.
ça dépend là de la façon d'injecter. Mais on peut la démontrer à l'ONERA, donc à l'aide avec l'aide de Namo l'avait démontré avant nous, et puis on l'a refait avec eux. On atteint des rendements de combustion qui est de 98%. En fait, qu'est-ce qu'il faut pour augmenter le rendement de combustion? Vu qu'on injecte l'oxydant et le combustible séparément, en fait, il faut augmenter le mélange entre l'oxydant et le combustible. Donc, si on utilise des atomiseurs pour injecter directement le liquide, en fait, le principal facteur, c'est la taille des gouttes. Si on utilise des grosses gouttes ou des petites gouttes, les petites gouttes vont vaporiser plus rapidement, et du coup, on va pouvoir avoir naturellement une augmentation du rapport de mélange. Donc, on passe par exemple de 85% à 91%. Ensuite, une autre façon d'augmenter le rapport de mélange, on va dire, c'est d'injecter directement du gaz à la place du liquide. Du gaz, c'est mieux, on prend le liquide et on décompose en gaz. Donc là, on avait fait l'essai avec du peroxyde d'hydrogène qui décompose via un catalyseur assez facilement. Et donc là, après, c'est en fonction de la nature de l'écoulement qui rentre dans la chambre de combustion. Donc on va dire si l'écoulement rentre de manière axiale, comme c'est le cas là, on a un rapport de mélange de 91, un rendement de combustion de 91%. Mais si on lui donne une forme giratoire, donc si on crée un swirl, on va augmenter le mélange entre l'oxydant et le combustible, et donc obtenir des rapports de mélange moyens de l'ordre de 98%. Donc il y a des choses qui peuvent être faites pour augmenter le rapport de mélange, et donc dire que c'est un rendement de combustion, excusez-moi, mais dire qu'il y a un rendement de combustion relativement faible, c'est plus tout à fait vrai, on va dire. C'était vrai il y a entre 10 et 15 ans. Actuellement, on arrive à avoir des choses relativement élevées. Donc là, c'est juste déjà une petite vidéo pour vous montrer l'exemple d'un essai. Donc c'est quelque chose qui avait été fait là, en 2011. Donc la vidéo, elle n'est pas de très très bonne qualité parce qu'elles étaient un petit peu, voilà, on n'avait pas, c'était été fait à l'ONERA, on n'avait pas les caméras que l'on a actuellement. Donc c'était sur un moteur qui s'appelle ICOM, donc avec un bloc de paraffine et du protoxyde d'azote pressurisé, donc en tant qu'oxydant. Donc vous avez les performances. Donc j'ai mis cette vidéo, même si elle n'est pas de très très bonne qualité, on va dire, parce que sur les dernières années, c'est l'essai le plus puissant que l'on ait à réaliser. Donc moi j'ai le son dans les oreilles. Bon, malheureusement je n'ai pas réussi à partager le son. Donc on voyait, on a une jolie combustion. Donc avec une pression dans la chambre de l'ordre de 50 bars, le débit d'oxydant à peu près 600 grammes secondes, ce qui donne au total une poussée de 150 décanewtons. Donc voilà, c'est l'essai le plus performant que l'on ait fait c'est à plus haute pression que l'on ait fait ces 15 dernières années. Après, parce qu'on ne cherchait pas nécessairement à atteindre des poussées très très élevées pour les applications. Voilà pourquoi je voulais montrer. Maintenant, on va passer sur la petite partie historique. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, en fait, la propulsion hybride, donc c'est connu, le concept est connu depuis assez longtemps. Donc, le premier vol a été enregistré, on va dire, en 1933, donc par des Russes. Et donc, en utilisant du LOX et un pétrole gélifié comme combustible. Donc, le moteur atteint, le petit lanceur a atteint 400 mètres d'altitude et 1500 mètres dans un deuxième temps. Là, vous avez l'équipe. Ensuite, si on avance un petit peu, donc les développements se sont réalisés aussi aux États-Unis, donc avec toujours donc, du LOX comme oxydant. Donc le LOX reviendra assez régulièrement. Plus il est utilisé pour la propulsion liquide, donc c'est quelque chose qui est connu quand même depuis très très longtemps, et puis c'est l'oxydant par excellence. Donc voilà, donc là, la petite fusée que l'on voit ici donc, a atteint 9 km dans les années 50. Puis après, General Electric donc, a développé aussi un petit moteur donc, de 4500 Newton à peu près de poussée donc, pour faire des essais statiques. Donc là, le moteur fonctionnait avec de l'oxygéné et du polyéthylène. Donc ensuite, dans les années 60, donc en Europe, donc on arrive avec tout ce qui est LEX. Donc le LEX avait été réalisé par l'ONERA, donc LEX pour l'itergol expérimental. Donc c'était donc en Occident, on avait de l'acide nitrique ou du N2O4 et un combustible à base de nylon. Donc ces combustibles étaient hypergoliques. Donc là, dès qu'ils rentraient, quand les mettaient en contact, donc la combustion démarrait instantanément. Donc c'était l'avantage, on n'avait pas besoin d'un allumeur extérieur.
Et la fusée a mis en fait une petite charge de 10 kg en orbite, donc à 100 km d'altitude. Donc ça a été le record, on va dire, pour l'époque. Record qui, pour l'instant, reste quand même qui reste quand même à détrôner pour l'instant avec une fusée hybride. Après, il y avait Volvo aussi qui a mis une charge utile de 20 kg à 80 km d'altitude, donc qui utilisait aussi de l'acide nitrique en oxydant, et donc à peu près le même type de fuel, donc c'était du polybutadiène avec de l'amine, donc c'est aussi des choses hyperboliques. Donc voilà. Ensuite, là on va faire un petit focus, donc juste sur un point de vue de la théorie. Donc c'est Max Martin et Guilbert qui ont théorisé un petit peu l'évolution de la vitesse de régression donc dans un moteur hybride. Donc la vitesse de régression, comme je vous l'ai dit, elle varie au cours du temps. Et ils ont démontré, plus ou moins empiriquement, qu'elle variait en cours du temps, donc en fonction du flux de masse d'oxydant. Donc ils ont, suivant une loi donc, que l'on a, donc A fois G, donc qui est le flux de masse d'oxydant puissance 0,8 fois X puissance donc, moins 0,2, le X étant la position longitudinale. Donc on va dire du coup qu'on n'a pas une vitesse de régression constante au sein de la chambre de combustion. Ça va dépendre des conditions de fonctionnement donc dans une section donnée. Donc on a une variation de la vitesse de régression le long du combustible et au cours du temps. Donc ensuite, on utilise beaucoup en fait la vitesse de régression moyennée, donc un A fois G, donc ρU puissance N, donc qui est le pendant pour la propulsion solide donc, de la loi de Weil, qui est un AP puissance N. Bon, cette loi, même si elle est extrêmement utilisée, on va dire, elle est un petit peu faite de manière empirique, parce qu'on verra un petit peu plus tard, en fait, elle dépend de plein de paramètres. Donc quelque part, en fait, elle est adaptée à chaque moteur, à chaque condition de fonctionnement. Dans un deuxième et dans un troisième temps, en fait, Maxman et Guilbert, ils ont regardé ce qui se passait donc au flux de masse d'oxydant et en bas de flux de masse d'oxydant. On va dire, même si au milieu, on a une partie relativement linéaire, on atteint des asymptotes donc, sur les sur les flux de masse faibles et élevés. Donc flux de masse faible parce qu'on a une contribution, tout ce qui est transfert radiatif qui devient prédominante. Et flux de masse élevé parce qu'en fait, on a un effet de blocage dû aux réactions chimiques qui ne peuvent plus se produire assez rapidement et aux dégradations thermiques. Donc ensuite, si on continue un petit peu, on reviendra sur ce point un petit peu plus tard au cours de la présentation. Si on continue la partie historique, donc on a eu les premières ambitions commerciales donc aux États-Unis, donc par Starstruck donc en 84, ensuite par Amrock entre 84 et 95, et ensuite on va dire le programme Hybrid Propulsion Demonstration Programme, donc fait par la NASA. Donc là, en fait, le Starstruck, donc c'était une plateforme, c'était un lancement en mer. Le lanceur a atteint 700 mètres d'altitude et bon, ça a stoppé un petit peu les développements. Ensuite, à Amrock, ils avaient développé un moteur relativement puissant, donc 1000 kN poussé. C'était le moteur hybride à l'époque le plus puissant jamais testé, donc basé sur du LOX et du PBHT. Mais il avait été réalisé pour mettre une charge utile donc de 1450 kg à 185 km d'altitude, donc en orbite polaire, mais il a été développé mais jamais testé. Ensuite, les développements, on va dire, ont été repris donc, par la NASA donc, pour tester, mais ça s'est aussi arrêté. Et ensuite, on va terminer, on va dire, cette première partie de l'historique donc par 2004 et donc le premier vol de Spaceship One. Donc, qui était le but, donc c'était pour du tourisme spatial, c'est les premières applications, donc de faire un petit vaisseau spatial qui vole à 100 km, au-dessus de 100 km d'altitude. Donc là, le moteur avait été développé par SpaceDev, était basé sur du N2O comme oxydant et du PBHT comme combustible. Et la propulsion hybride, elle avait été utilisée pour les aspects sécurité, parce que justement pour tout ce que je vous ai dit en introduction. Voilà. Après, pour la petite histoire, donc en 2021, il y a eu le vol, donc je l'ai noté, je l'ai pas mis dans l'historique. En 2021, il y a eu le Spaceship Two, donc avec de Virgin Galactic, donc avec Richard Branson qui a volé, qui a atteint aussi les 100 km d'altitude. Mais il y a eu quand même quasiment 20 ans entre le Spaceship One et le Spaceship Two. Et en fait, Spaceship One, c'est, on va dire, un petit peu ce qui a relancé les développements en propulsion hybride
Avant, ben, c'était assez éparpillé et puis pas tout à fait suivi. Et depuis le succès de SpaceShip One, ben, il y a eu beaucoup d'investissements de fait pour voir si la propulsion hybride, on pouvait en faire quelque chose. Donc en Europe, il y avait eu ben, notamment des programmes supportés par l'ESA, la Commission européenne, les agences spatiales, qui avaient pour but donc, de développer des combustibles énergétiques, donc monter donc, le rendement le rendement de combustion, parce qu'à l'époque, les rendements de combustion n'étaient pas de 98% comme je vous l'ai présenté, mais plutôt de l'ordre entre 85 et 90%, de réduire ou supprimer des instabilités, etc. Et la majorité enfin quasiment toutes les applications initiales en fait se sont focalisées sur des applications lanceurs pour lesquelles la faible vitesse de régression était limitante. Donc c'est pour ça en fait la principale activité de recherche a été donc ça a été consacré à l'augmentation de la vitesse de régression. Et c'est ce qui a pris, on va dire, entre 10 et 15 ans, sans principalement focaliser là-dessus. C'est pour ça qu'on va voir un petit peu maintenant tout ce qui a été fait pour augmenter la vitesse de régression et puis les avantages et les inconvénients de un petit peu chaque solution. Donc pour augmenter la vitesse de régression, on peut déjà augmenter le transfert de masse et de chaleur entre l'oxydant et au sein de la chambre de combustion. Donc pour augmenter les transferts, on peut déjà jouer sur l'injection d'oxydant. L'injection d'oxydant, on change d'injecteur. Donc, on utilise différents types d'injecteurs, des axiales, des holocons, des precious swirl, des injecteurs à vortex, qui vont augmenter un petit peu, donc on va dire, tout le mélange. On va jouer sur la taille des particules créées, etc. Bon, il y a eu plein de développements qui ont été faits. Les développements sont limités à une augmentation de vitesse de régression de l'ordre de 50%. Une petite chose que j'ai oublié de vous préciser, quand on dit pourquoi on augmente la vitesse de régression, c'est parce que la vitesse de régression donc des combustibles classiques, c'est de l'ordre du millimètre par seconde, à comparer, on va dire, aux propulsions solides, où, suivant si c'est une butalane ou une butaline, on est entre 6 et 10 mm par seconde. Donc, quelque part, il faut un bloc 10 fois plus long, enfin entre 6 et 10 fois plus long si on veut produire la même poussée. Donc c'est pour ça qu'on cherche à augmenter la vitesse de régression. Ensuite, comme on l'a vu un petit peu dans l'historique, comme c'était représenté sur les schémas, on peut augmenter la vitesse de régression, on va dire artificiellement, en augmentant le nombre de canaux. En fait, on ne change pas la vitesse de régression, on va augmenter surtout le débit, en fait, parce qu'on va bouler dans les différents canaux. Donc là, il y a des formes plus ou moins exotiques qui ont été proposées et testées. L'inconvénient, généralement, c'est que on crée des problématiques acoustiques. En fait, il y a des résonances qui apparaissent suivant entre les différents canaux. On a beaucoup de résidus en fin de combustion et finalement, on a des blocs qui sont assez vides, donc on a un chargement volumique qui est assez faible. Pour augmenter les transferts aussi de masse et d'énergie, on peut essayer d'augmenter le mélange entre les différents ergots. Alors, il y a différentes solutions. Donc, éventuellement, on joue sur, on injecte, là, c'est le moteur Kamui. Donc, on a un canal, deux canaux dans dans un bloc de combustible. Et on met différents blocs de combustible et on oriente finalement les canaux de différentes manières pour forcer l'écoulement à se mélanger. Et les zones entre les différents canaux créent des espèces de chambres de mélange donc pour augmenter les rapports de combustion. On peut aussi ajouter donc, des diaphragmes dans le bloc pour augmenter derrière le diaphragme, en fait, forcer la turbulence et augmenter les échanges de masse et d'énergie. On peut créer des blocs, on va dire, hélicoïdaux. Donc là, c'est des hélices qui sont réalisées dans différents blocs, donc avec différents pas, différentes profondeurs, pour forcer l'écoulement, l'écoulement donc en entrée, l'écoulement d'oxydant, puis après, au fur et à mesure où on se propage dans la chambre de combustion, donc le mélange oxydant-combustible, donc là, en fait, on va générer un swirl et on va provoquer donc comme ça une amélioration du mélange. Donc ça a aussi l'effet d'augmenter le rendement de combustion de ces solutions. Puis là, il y a le moteur donc, qui est développé par Knut, donc qui est le moteur à vortex, en fait, où on injecte l'oxydant par l'arrière, il remonte le long du combustible, et en fait, après, une fois qu'il est remonté donc, au fond avant, l'écoulement, donc oxydant plus combustible, est éjecté par la tuyère et repasse dans le centre. Donc là, c'est un peu le principe des cycles.
Et on a une vitesse de régression donc, qui a été augmentée de 550% avec cette solution, donc, qui est quand même non négligeable. Donc, on obtenait, au lieu d'avoir des vitesses de régression égales à 1 mm par seconde, c'était aux alentours de entre 5 et 6 mm par seconde, quelque chose de vraiment relativement efficace. Les problématiques en fait, de ces différentes solutions, en fait, c'est les effets d'échelle. Comment on passe ce moteur, on va dire, là ça a été testé, donc vous avez une échelle en bas, donc vraiment c'est quelque chose qui était tout petit, comment vous faites un moteur réel pour maintenir les mêmes effets. C'est extrêmement compliqué et en fait ça n'a jamais été mis à l'échelle 1 parce qu'il y a vraiment des problématiques. Après c'est comment on maintient l'amélioration au cours du temps. Mettre un obstacle, c'est bien, on améliore localement la vitesse de régression, mais quand le bloc régresse, ben, au bout d'un moment, l'obstacle ne sert à rien parce qu'on crée la turbulence, mais elle n'est plus au contact du bloc. Donc, du coup, c'est limité. Les hélices, ben, une fois qu'elles sont consommées, qu'est-ce qui se passe? On revient avec un bloc lisse, et donc du coup, on revient sur quelque chose de moins efficace. Pour maintenir ce genre de solution, on va dire, après, ben, il faut avoir des imbrûlés. Donc, qui dit imbrûlé pour une application lanceur, ben, dit masse à emporter relativement élevée et qui finalement ne sert à rien. Donc, on a aujourd'hui lanceur sans avantage. Une autre solution qui a été aussi beaucoup regardée donc pour améliorer la vitesse de régression, c'est d'ajouter des additifs. Donc des additifs donc métalliques, donc de différentes tailles, donc généralement microns, des additifs de taille nanométrique. C'est plus complexe à mettre en œuvre. Il peut y avoir des problèmes des expulsions de poussière, des choses comme ça. Et en fait, on augmente, donc ça, c'était des solutions dérivées de la propulsion solide dans lesquelles on rajoute des particules métalliques pour augmenter la vitesse de régression par augmentation des transferts radiatifs. Donc là, c'était le même objectif. Donc on augmentait en fait les vitesses de régression, en fait on les doublait. On augmentait un petit peu les performances au passage, donc légèrement. Bon, par contre, il y avait quand même des inconvénients, c'est qu'on érodait aussi généralement beaucoup plus les cuillères, donc par des éruptions, on va dire, thermiques, on augmentait les températures de flamme, donc ben, les cuillères, elles avaient tendance à s'éroder beaucoup plus rapidement. Et il ne faut pas oublier que, enfin, il ne faut pas oublier, je vous le dis, un moteur hybride, on va dire, l'écoulement est principalement oxydant, donc ça a tendance, si on crache des produits qui sont principalement oxydants, et donc du coup, on a tendance à éroder davantage les cuillères en augmentant la température. Et ensuite, en ajoutant des particules, en fait, on fait des érosions mécaniques, en fait, avec l'impact des particules donc, sur les cuillères. Après aussi, on pouvait ajouter donc, des hydrures, donc de magnésium, d'aluminium, de lithium ou des produits à base de bore. Bon, ça peut être assez onéreux avec des impacts environnement, donc qui sont pas très, c'est-à-dire pas clairs. En fait, suivant ceux que l'on utilise, ben, c'est pas très environmental friendly. Et donc à l'heure actuelle, on regarde beaucoup aussi tout ce qui est aspect écologique. C'est un compromis à trouver. Donc là, vous avez des exemples, on va dire, c'est un graphique qui synthétise un peu tout ce qui avait été fait, donc avec différents types de particules. Donc on voit, on va dire, on arrive à atteindre 2-3 mm par seconde suivant les combustibles que l'on met, mais ce n'est pas non plus des augmentations très très significatives. Puis cette courbe-là, en fait, elle a été faite, elle a été obtenue aussi en modifiant le combustible et en remplaçant donc les combustibles classiques par de la paraffine. Donc, je vais vous introduire dans quelques planches. Et généralement, voilà, on obtient, on va dire, une vitesse de régression simplement multipliée par 3. Ce que l'on peut faire aussi, c'est ajouter des agents oxydants dans le combustible. Soit notamment du perchlorate d'ammonium ou des oxydes de fer. On augmente significativement les vitesses de régression, donc on multiplie par 3,5. Bon, l'inconvénient, c'est que le combustible, on ne peut plus dire qu'il est inerte, et on va plutôt parler de semi-propérgol. Si on met du perchlorate d'ammonium dans du PBHT, en fait, on se rapproche quand même vraiment d'un propergol. On va juste jouer sur la quantité de perchlorate d'ammonium. Pour faire un propergol, on est autour de 70-80%. Voilà, l'ordre de grandeur. Là, on va en mettre 30-35%. Donc, il va quand même falloir apporter, en propulsion hybride, donc il va quand même falloir apporter l'oxygène pour brûler avec un bon rapport de mélange, mais on a un combustible, en fait, qui ne va plus être inerte et qui va brûler vraiment tout du long. On ne va plus pouvoir arrêter la combustion simplement par
en arrêtant l'injection d'oxydant. Donc voilà. Après, on peut aussi faire des combustibles avec des matériaux énergétiques, donc des oxydants énergétiques, donc typiquement le PAG ou le PEG, donc qui sont pas du PBHT, et qui sont des matériaux donc là qui contiennent de l'oxydant. Bon, ça a le même inconvénient en fait, c'est que les combustibles sont plus inertes. Ce sont des solutions qui sont aussi regardées pour des applications en propulsion solide. Là, on se retrouve encore une fois avec des genres de semi-propérol. Donc, vis-à-vis des avantages après de la propulsion hybride, c'est quand même un peu plus limité. La dernière planche sur l'augmentation de la vitesse de réaction, donc ça porte donc sur les combustibles liquéfiables. Donc c'est Caraballo-Glue, donc en 2003, a fait des essais avec de la paraffine. Donc la paraffine, typiquement, les cires c'est le principe de la bougie, quoi. C'est une cire. C'est des cires. Donc après, il y a différents types de paraffine, mais généralement, on a des vitesses de réaction entre 3 et 4 fois plus élevées que les combustibles classiques. Alors pourquoi? C'est généralement les combustibles classiques, donc tout ce qui est PBHT, PMMA, polyéthylène, qui sont classifiés vraiment des polymères. La flamme de diffusion pyrolyse la surface. Donc après, c'est le gaz pyrolysé va alimenter la flamme de diffusion, etc. Pour les combustibles liquéfiables, c'est pas le même processus de dégradation. En fait, l'énergie issue de la flamme va venir faire fondre la surface et créer un film liquide. Le film liquide, donc, il va être emporté donc, par l'écoulement et déstabilisé et va en partie aussi s'évaporer du fait de la flamme, mais aussi va s'atomiser et on va créer finalement plein de petites gouttes avec des surfaces de combustion, du coup énormes. Donc c'est ce qui va permettre d'augmenter drastiquement la vitesse de réaction. Donc là on a une vue dans une veine 2D, donc on a le combustible, la flamme, et on voit toutes les petites gouttes, là les petits points lumineux, ce sont les particules donc de combustible liquide qui s'atomisent, et donc là on a une combustion qui se fait autour de chaque petite gouttelette. Les limitations, c'est que on a un rendement de combustion, on va dire, un petit peu plus limité quand on a des combustibles solides, parce que à la fin du bloc, les petites gouttes, il faut qu'elles aient le temps de brûler. Donc si elles sont éjectées du moteur sans avoir le temps de brûler, elles ne participent pas aux performances propulsives. Et généralement, les paraffines ont des propriétés mécaniques assez limitées. Donc ça peut être compensé avec des additifs, mais là, du coup, on diminue un petit peu les vitesses de réaction. Donc voilà. Voilà pour le point. Là, je vais vous montrer une petite vidéo donc, qui a été faite à l'Onera, donc sur le même moteur, donc on avait un petit peu rallongé, donc avec un bloc de polyéthylène donc de 500 mm de long et avec de l'eau oxygénée concentrée à 87%, 87% et demi. Donc là, il a été fait l'année dernière, donc c'est pour ça que la vidéo elle est quand même de meilleure qualité. Donc le tir va démarrer dans une petite seconde. Maintenant. Donc là, derrière, en fait, on a le moteur dans lequel on met le combustible. Là, on a la vanne que l'on vient piloter. On injecte l'oxydant, donc l'oxygéné via un catalyseur, donc comme ça permet de le décomposer donc en oxygène, en vapeur d'eau. Je vais remettre. Hop, voilà, je vais faire une pause. Donc ça permet de décomposer l'oxydant, donc l'oxygéné, donc en oxygène, en vapeur d'eau, et la mener à haute température, donc entre 900 et 1200 Kelvin suivant les concentrations de l'oxygéné. Donc c'est ça qui va allumer le moteur donc, par l'action isothermique. Donc voilà, donc si on remonte, ensuite là on a le réservoir d'oxydant et puis on a un panneau de pressurisation qui permet de maintenir la pression au-dessus du réservoir d'oxydant constante pour avoir un débit donc, qui est tracé en rouge, donc constant au cours du temps, et donc une évolution de pression et de poussée à peu près constante. Donc voilà, et en jouant simplement sur la nature donc, de l'injection de l'oxydant, donc là on était sur un écoulement axial, donc on rentrait directement dans l'axe. Si on génère un écoulement sur lait, on voit finalement avec un bloc qui est grosso modo
3 fois plus petit, en fait, qui fait 150 mm de long au lieu de 500 mm de long, on a à peu près les mêmes performances propulsives. Donc, on a augmenté la vitesse de régression x3. Donc là, c'est un exemple de ce que je vous ai dit précédemment, comment on peut augmenter la vitesse de régression en jouant finalement aussi sur la façon d'injecter. Donc là, c'est vraiment plus efficace que simplement les x2, mais on combine plusieurs effets aussi, la présence du catalyseur, etc. On va passer maintenant sur une petite partie modélisation de la chambre de combustion. Donc on revient donc sur la loi de Marksman. Donc je vous l'ai dit, généralement tout le monde utilise, enfin tout le monde, beaucoup de gens utilisent pour des questions de dimensionnement. Donc cette formule-là qui est relativement simple, qui dit que la vitesse de régression, donc elle est, c'est une loi en puissance, donc en fonction du flux de masse d'Occident. Le flux de masse d'Occident, c'est quelque chose qui est facile à déterminer. Donc, c'est le débit d'Occident divisé par la surface de passage. Donc, typiquement, si on a juste un canal, un combustible d'un canal, c'est le débit d'Occident divisé par la surface, la surface du disque qu'il y a dans le canal. Bon, la problématique, c'est que cette loi dépend de beaucoup de facteurs. Donc, déjà, du couple oxydant-combustible, de la géométrie de la chambre de combustion, de la façon d'injecter l'oxydant, du rapport de mélange, de l'échelle, etc. Donc, Marksman avait mis un peu quelques paramètres, mais il y en a plein d'autres. Donc, généralement, finalement, quand on veut utiliser ces lois en prédimensionnement, quelque part, il faut déjà avoir fait les essais pour trouver les coefficients et avoir fait les essais dans une configuration réaliste. Donc, pour un moteur, limite, il faut déjà fabriquer le moteur. Donc, c'est un petit peu limité pour des choses de prédimensionnement. En plus, généralement, comment on obtient ces valeurs, comment on obtient cette loi, on fait des valeurs d'un point de vue global. On fait un essai, comme je vous l'ai montré. Donc, on a le débit, donc la masse le débit de combustible. Et donc, quelque part, la vitesse de régression, pour obtenir la vitesse de régression, on pèse le bloc après tir. On a la masse avant tir, donc on a déduit la masse perdue, on a la durée de fonctionnement, et donc on a déduit une vitesse de régression moyenne. Ensuite, en fonction du débit d'Occident que l'on mesure, et du diamètre initial et de la masse finale, on peut déterminer donc là un diamètre moyen, et alors, si on utilise le débit d'Occident, on a le rapport le flux de masse d'Occident moyen. Donc en fait, pour un essai, on a un point. Voilà, donc là, typiquement, pour avoir 4 points, il a fallu 4 essais. Là, les 4 points, ça correspond à 2 gammes de rapports de mélange différents. Donc on voit que les courbes sont proches, mais elles ne sont pas tout à fait identiques. Donc là, les points en vert, c'est les rapports de mélange qui sont quasiment à la stoichiométrie. Les points en bleu, c'est les rapports de mélange pour le même couple oxydant-combustible et qui sont très loin de la stoichiométrie, entre 20 et 25. Donc, il y a une petite translation. Donc, si on néglige l'effet du rapport de mélange, c'est pas très important. Mais il faut imaginer qu'il peut y avoir l'influence de tous ces autres paramètres. Donc là, on a des lois quand même qui sont relativement moyennes. Donc là, j'ai tracé en plus, typiquement, pour chaque point, on va dire la gamme de flux massif d'Occident qui a été parcouru. Donc là, typiquement, pour ce point-là, entre 700 et 250, etc. Donc on voit, finalement, on a une succession de points moyens. Et c'est pas... pour reconstruire une loi, il faut énormément il faut réaliser quand même pas mal d'essais. Et on aura juste des valeurs moyennes. Donc, typiquement, cette évolution-là, on ne pourra pas l'obtenir parce qu'à chaque fois, on a un point. Enfin, on l'obtiendra, mais on va la lisser. Donc, le mieux pour obtenir ces lois, c'est d'utiliser des mesures locales, on va dire, locales et temporelles. Donc là, c'était des essais qui avaient été faits en mettant des mesures ultrasonores. Et en post-traitant les mesures ultrasonores, on obtient le temps de vol et donc quelque part l'épaisseur du combustible à chaque instant, et on obtient du coup la vitesse de régression. Donc là, on a tracé donc 2 vitesses de régression obtenues sur un essai en fonction de sa position. Donc là, c'était plutôt à l'avant du bloc, la courbe en bleu, et puis à l'arrière du bloc, la courbe en orange. Donc là, on voit quand même des choses qui se rapprochent plus des évolutions que l'on avait là, avec une partie d'imitation, en fait, où la vitesse de régression elle est à peu près constante, même si le flux de masse d'Occident diminue. Ce qui permet de déterminer, en fait, on va dire, une valeur minimale en dessous de laquelle on atteindra, on aura une vitesse de régression seuil, on va pouvoir dire.
Après, si on trace donc, ce graphique en échelle log-log, comme ça avait été représenté sur les courbes de Maxman, et qu'en moyenne, en fait, on va dire sur toutes ces lois, donc là, c'est 3 essais qui avaient été réalisés, on va obtenir 1 point. Puis si on trace la droite moyenne, ben, la pente, elle n'a pas tout à fait, la même valeur que les pentes obtenues en temps réel. Donc, en fait, on va dire on va approximer. Pour obtenir des mesures ultrasonores, il y a différents paramètres aussi. Enfin, c'est relativement simple à mettre en œuvre. Après, c'est pas un traitement qui est un petit peu délicat. On pourra en reparler dans les questions ou les échanges en fin de présentation si vous le désirez. Comme on voit aussi, la vitesse de régression, Marksman, sur sa loi générale, c'était un A fois G puissance 0,8 fois un X puissance moins 0,2. Donc, je vous ai dit en introduction que le X était là pour prendre en compte l'influence, enfin l'évolution de la vitesse de régression le long du combustible. Donc là, avec les capteurs ultrasons, on montre bien que à l'avant ou à l'arrière du bloc, on n'a pas les mêmes vitesses de régression et donc c'est aussi à prendre en compte. Donc quelque part, plus la chambre, suivant la longueur de la chambre, on va avoir on va régresser plutôt de plus en plus vite dans ce cas-là. Enfin, de moins en moins vite, pardon, dans ce cas. Du coup, généralement, ce que l'on utilise, ces codes-là sont bien pour du prédimensionnement rapide, pour réaliser des simulations numériques avec en CFD. On va utiliser des lois de type Arrhenius, donc pour les combustibles classiques. Je ne vais pas parler de la modélisation des combustibles liquéfiables, c'est un petit peu plus complexe, on pourra en parler pendant les échanges si vous le souhaitez. Donc pour les combustibles classiques, on utilise une loi d'Arrhenius ou la vitesse de réaction, donc c'est A fois une exponentielle, donc le moins OA sur RT, S, donc TS, la température de surface. Et finalement, pour le A et le EA dépendent du combustible, ne dépendent plus de l'oxydant, etc. Donc on a vraiment une loi qui dépend des propriétés du combustible, donc le A et le EA, et finalement l'écoulement de la température de surface, mais la température de surface est pilotée par l'écoulement dans la chambre de combustion. Donc là, c'est 2 petits exemples, donc je vais vous montrer, on va dire, plus d'application de la loi d'Arrhenius, on va dire plus pour des outils type système. Donc les outils type système permettent de donner des bonnes estimations, enfin, dans une première ordre d'idée des estimations. Après, c'est souvent limité, on va dire, par là, typiquement, on ne peut pas prendre en compte tout ce qui est partie phasique liée à l'injection d'oxydant. On suppose que l'oxydant rentre gazeux dans la chambre de combustion. On ne transporte pas le combustible. Pour les outils systèmes, c'est des pseudo 2D. On va discrétiser le combustible en section DX et on va dire que le combustible brûle dans la section dans laquelle il est vaporisé. On ne va pas prendre en compte son transport, donc quelque part on fait des approximations, etc. Mais ça donne, on va dire, des bonnes évolutions, donc là en termes de pression ou la vitesse de réaction de ce qui peut se passer. Donc ça c'est en première approche. Donc après, il y a une méthode à prendre en compte pour piloter regarder que la pression qui est à la sortie de la tuyère soit cohérente avec tous les débits que l'on injecte d'oxydant et de combustible, etc. C'est pour ça là où vous avez un petit peu les différentes boucles qui sont faites pour les outils systèmes. Mais voilà, on va dire c'est utile dans des phrases de pré-design, mais dans des applications, on va dire, assez limitées. Après, généralement, on peut utiliser, c'est mieux d'utiliser de la CFD. Donc la CFD, là, c'est des exemples qui ont été faits donc, sur le moteur ICOM, donc c'est le moteur qu'on a à l'Onera. Donc là, vous avez une coupe en 3D, donc avec le catalyseur. Donc le catalyseur, on l'avait développé en fait, pour 2 applications à l'Onera, pour deux besoins. Le premier, c'était essayer d'augmenter les performances propulsives et puis s'affranchir de la partie d'un allumeur externe. Donc nous pouvons réaliser via un allumeur pyrotechnique. Et le deuxième, en fait, c'était pour des besoins de simulation numérique pour validation de code. C'est-à-dire en ayant le catalyseur, donc on rentre l'oxygénaire en entrée, on a le catalyseur, en sortie du catalyseur, il est gazeux, donc avec une partie vapeur d'eau et une partie oxygène. Et donc, dans la chambre de combustion, à l'entrée, donc on représente ici, on injecte des produits qui sont complètement gazeux, et donc c'est quand même beaucoup plus simple d'un point de vue simulation numérique que de commencer à prendre en compte toute l'atomisation. Il faut reconnaître la taille des gouttes, les angles, les vitesses, etc. Donc c'est beaucoup plus
compliqué. Et niveau physique, il faut aussi prendre en compte c'est toute la partie dispersée. Donc, le code clonal onérable permet de le faire, mais ça complexifie quand même pas mal la physique. Surtout que voilà, l'idée, c'était d'y aller valider les étapes progressivement. Donc là, on avait implémenté la loi d'Arrhenius. Et donc, la personne qui a fait ça, donc la personne avec qui j'ai fait cette présentation, donc il a fait différents calculs. En premier cas, on va dire qu'on va appeler académique, où il représente que la partie combustible, que l'on voit ici. Le deuxième cas, où il regarde, il prend en compte la post-chambre de combustion et la tuyère. Et le troisième cas, où il prend en compte l'évolution en fait, de la petite forme que l'on a entre le catalyseur et le début du bloc. Et ce que l'on voit, c'est qu'en fait, les deux premiers cas, l'académique et sans la partie injection d'oxydant, on obtient des vitesses de réaction qui sont sensiblement identiques. Dès qu'on prend en compte la partie, on va dire, ce qui se passe avant la chambre, avant l'anneau d'injection, donc cette petite forme ici. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ma souris, j'espère. Donc cette petite forme ici, la vitesse de régression, en fait, elle est complètement, elle évolue de manière complète. On a une évolution complètement différente. Donc là, c'est pour vous montrer. Donc ça, c'est les choses que l'on fait actuellement. C'est pour vous montrer que bon, même si on y travaille depuis quelques années, honnêtement, on n'a pas encore tout compris. Il y a encore du travail. C'est la loi d'Arrhenius, elle marche, a été implémentée, je pense de façon assez bien, mais après il y a quand même beaucoup de choses qui jouent, notamment, mais là certainement, la partie d'injection, comment on injecte la turbulence. Donc c'est pour ça aussi prendre en compte, avoir des bons modèles de turbulence, ou bien représenter la turbulence pour les applications hybrides, puisque c'est ce qui pilote les transferts de masse et l'énergie. C'est quand même vraiment de première importance. Juste une petite aparté, je vous disais comment on injecte les écoulements axiales. Donc là, on voit l'injecteur. On a cette forme-là, on va dire un premier disque avant le combustible. C'est juste une plaque perforée. Donc c'est avec ça qu'on crée un écoulement axial, donc d'un diamètre précis. Donc là, le diamètre était égal au diamètre initial du combustible. Donc pour regarder ce que ça donnait. Donc en changeant cette pièce-là, on peut donner différentes natures à l'écoulement gazeux oxydant. Ensuite, on a la problématique, c'est qu'on fait des simulations numériques, donc c'est très bien, c'est comment on les valide. Donc pour les valider, on a très peu de mesures dans les chambres de combustion. Donc ça, dans les moteurs fusées en général, parce qu'on a des choses qui travaillent, on a des ambiances en pression, bon, là on peut mesurer pression. Il faut que les instruments de mesure que l'on met tiennent les hautes pressions, tiennent les trop de température et tiennent aussi généralement les ambiances, notamment oxydantes pour la propulsion hybride. Donc on se rend compte qu'il y a très peu de mesures qui existent. Donc souvent on se base sur les mesures de pression. Je ne vais pas parler de la mesure du débit, vu que le débit pour les simulations numériques, c'est une donnée d'entrée, mais en donnée de sortie, on a une mesure de pression, c'est bien. Et après, on a de temps en temps les mesures de vitesse de régression, donc, qui sont faites soit par rayon X, c'est quand même assez difficile à mettre en œuvre, donc ça a été fait quelques fois aux États-Unis, ou alors après les méthodes d'ultrasons. Donc là, le post-traitement n'est pas si évident et on a une mesure locale. Donc, finalement, on a un point. Si on veut avoir l'évolution, il faut mettre plusieurs capteurs ultrasons. Après, on est limité par la taille, etc. des capteurs ultrasons. Après, donc, je n'ai pas rajouté aussi, à l'ONERA, on essaie de travailler sur des méthodes, on va dire, indirectes, en mesurant l'écoulement en sortie de la tuyère, notamment par des méthodes de spectroscopie pour regarder les concentrations des espèces, faire une tomographie de concentration d'espèces et après comparer ça aux simulations numériques. Mais bon, généralement, sur base de pression, on va principalement se baser sur base d'une pression. Là, depuis quelques temps, on voit apparaître tout ce qui est méthode de reconstruction balistique. Alors, méthode de reconstruction balistique, c'est basé, en fait, on va dire sur l'évolution du débit, qui est mesurée, l'évolution temporelle de la pression dans la chambre de combustion, et on reconstruit, on va dire, le débit de combustible avec une fonction f, donc qui dépend du rapport de mélange, en disant, qui dépend du rapport de mélange, en disant que la vitesse caractéristique fois 1 plus 1 sur le rapport de mélange, c'est la pression fois l'air au col sur donc le rendement de combustion fois le débit d'oxydant. Donc on connaît l'air, la section au col, la pression chambre, donc on le mesure, le débit d'oxydant on mesure, donc là c'est un rendement que l'on suppose, et les performances propulsives sont théoriques. Donc, en traçant ces fonctions, en égalisant, on arrive à obtenir le rapport de mélange. En obtenant le rapport de mélange, on a un débit de combustible, donc la vitesse de régression. L'inconvénient, c'est que cette fonction f,
ben, elle est pas monotone. Donc, du coup, suivant les endroits, on peut obtenir différentes solutions. Donc là, c'est Messineo donc, et Al qui ont proposé en fait de décomposer cette fonction non monotone en 3 secteurs de fonctions monotones et de reconstruire, on va dire, la vitesse de régression basée sur ça. Donc il y a en fait après une certaine incertitude liée au delta entre la solution réelle et la solution approximée donc par la courbe rouge, mais ça donne, on va dire, une première approche. Avec cette solution, on a une évolution temporelle du débit de combustion, enfin de la vitesse de régression, de la vitesse de régression, mais la vitesse de régression reste moyennée dans la chambre de combustion. On n'a pas une discrétisation suivant le long du combustible. Donc du coup, c'est Jean-Étienne Durand, pendant sa thèse, qui avait fait améliorer ce modèle-là en aussi mesurant le diamètre final donc, du combustible. Donc, il avait coupé un combustible en plusieurs secteurs pour mesurer les diamètres finaux et en se basant aussi sur l'évolution du diamètre final. Il avait obtenu l'évolution, on va dire, par morceau de la vitesse de régression au cours du temps. On va dire, on a toujours l'évolution temporelle et d'une partie, on va dire, un petit peu spatiale. La partie spatiale dépendait du nombre de tranches que l'on faisait, l'épaisseur de chaque tranche. Mais c'est un premier point. Du coup, là, pour un petit résumé des vitesses des mesures de vitesse de régression, bon, généralement, on se base sur la vitesse, sur la masse du combustible, enfin, sur une perte de masse. Bon, là, c'est une évolution moyenne. Si on a des méthodes des mesures ultrasonores ou des méthodes de reconstruction balistique, on a des évolutions simplement temporelles. Si on a des méthodes de reconstruction balistique avec un diamètre, en prenant en compte le diamètre final, on peut aussi avoir une évolution spatiale. Bon, si on prend les rayons X, j'ai oublié de le mettre, je m'en excuse, on a aussi l'évolution temporelle et spatiale, mais là, c'est quand même vraiment compliqué à mettre en œuvre. Donc, si on revient après à la validation, donc ça, c'était toujours Durand pendant sa thèse qui avait fait ces exemples. Donc là, on a l'évolution de la vitesse de régression, donc la courbe noire qui est reconstruite par les méthodes de reconstruction balistique. Et en courbe bleue, des points qu'il avait, des différents instants de simulation, donc à 5 secondes et demie, à 7 secondes et demie, à 9 secondes et demie. Donc si on prend le point là en bleu, donc là, la différence entre les points bleus et les points rouges, c'est juste le modèle de combustion dans notre code CFD. Donc, on va prendre en compte les points bleus. Donc, le point bleu, on voit qu'en moyenne, il est quand même pas mal, enfin, il se situe bien. Donc, en termes de pression, il était inférieur à la pression moyenne obtenue numériquement et la pression obtenue expérimentalement, elle était inférieure à 2%. Donc, ça collait vraiment très bien sur le cours de pression. En vitesse de régression, ça colle pas mal. Et si on regarde l'évolution du coup en moyenne, et si on regarde donc l'évolution aussi suivant X, on voit la courbe noire c'est la vitesse expérimentale et courbe bleue et rouge c'est obtenu numériquement. Donc c'est pas trop mal. On va dire un petit problème au départ. On sous-estime numériquement un petit peu la vitesse de régression, mais le reste, le long du bloc, c'est pas trop mal. Donc on va dire c'est un bon point. On prend les mêmes conditions de simulation. Sur un autre essai, donc avec des conditions expérimentales un petit peu différentes, mais les mêmes modèles numériques, les mêmes méthodes de reconstruction. On se place sur ce point qui en moyenne n'est pas trop mal, mais quand on regarde expérimentalement ce qu'il donne, finalement on a l'évolution quasiment un petit peu inverse. Donc là, on peut se dire qu'en moyenne, on a compensé les erreurs. Donc je ne vous dis pas ça pour vous dire ouais c'est nul ce que l'on a fait. Non, c'est juste pour vous dire voilà, il y a des choses qui peuvent bien marcher. Il faut faire attention parce qu'après il y a des cas aussi, il faut valider sur une multitude, sur différents cas dans différentes conditions de fonctionnement. Puis il y a des cas qui peuvent marcher, des cas qui peuvent pas marcher. Et là, ça montre que finalement il y a des choses que l'on n'a pas compris, qu'il y a des effets, des erreurs qui se compensent. Et donc là, du coup, après le but c'est d'arriver à comprendre pourquoi on a de tels écarts encore, pour arriver à faire une simulation, vous trouvez des données numériques qui collent parfaitement, qui collent bien avec les données expérimentales. Donc voilà, donc si je reviens un petit peu sur, on va dire maintenant les exemples d'application, tout ce que je vous ai présenté là sur ces 2 derniers points, c'est ce qui a occupé la communauté scientifique pendant entre 10 et 15 ans.
Donc maintenant, je vais vous faire un petit focus sur quelques applications qui avaient eu lieu pour arriver jusqu'à maintenant, vu que le temps de présentation est presque terminé. Donc là, c'était dans le cas du projet Perseus, donc soutenu par le CNES. Donc le but, c'était l'ONERA, on avait réalisé un petit moteur hybride donc, qui a été implémenté dans une fusée réalisée à Supaéro, donc en N2O avec le paraffine, donc N2O, donc du protoxyde d'azote. Donc auto-pressurisé, donc on a une courbe en blow-down donc qui est en noir. Après, dans une deuxième version, on a fait donc en ayant du blow-down, donc en gros, on a une modulation naturelle de la poussée. Donc après, bon, dans un deuxième temps, on a mis en œuvre, on va dire, une espèce de vanne de modulation de poussée avec deux paliers, plus ou moins deux paliers de poussée. Donc là, la fusée, elle a atteint 3 km d'altitude. Bon, après, il y avait un système de parachute qui n'a pas marché, donc elle s'est écrasée sur le sol. Mais globalement, ça a bien fonctionné. Après, je ne vous ai pas parlé, je me dépêche vu que le temps passe, je ne vous ai pas parlé des performances des moteurs. Donc, je voulais des moteurs hybrides, donc je vais vous en parler sur cette planche-là. Donc, pendant très longtemps, on s'est focalisé sur le développement, enfin sur des applications type lanceur. Bon, on n'a pas du tout regardé les applications satellites. Donc, dans les début des années 2010, on a regardé les applications satellites. Donc, le but d'utiliser un moteur hybride pour remplacer les moteurs liquides, donc des applications satellites, donc MMH, NTO, vis-à-vis de toutes les problématiques liées à l'hydrazine. Bon, le but, en théorie, on a des bonnes performances propulsives comparables au moteur liquide. L'inconvénient, c'était qu'on avait une faible rendement de combustion, donc une performance expérimentale relativement faible. Donc l'objectif, c'était de démontrer les performances expérimentales. Donc là, bon, il y avait deux petites vidéos, je pourrais les représenter un petit peu. Voilà, je ne vais pas les présenter vu que j'ai plus beaucoup de temps. Donc dans un premier temps, on va dire, avec une injection classique donc de liquide, on avait un rendement de combustion donc de 80%, donc sous vide, avec une impulsion spécifique de 230 secondes. Quand on est passé à une injection catalytique, donc là, l'ONERA avec NAMO, on est monté des rendements de combustion donc de 98% et donc des impulsions spécifiques sous vide, donc dans les conditions réalisées ici, donc de 272 secondes. Donc, si on les extrapolait à des applications satellites, on montait à 300, entre 320 et 325 secondes, donc là, qui était vraiment comparable à au moteur biliquide MMH NTO. Les développements d'un tel moteur ont été réalisés après par la suite d'un projet européen Progeo. L'objectif, c'était de réaliser donc, un moteur donc, de 400 Newton qui fonctionnait pendant 5000 secondes, donc un moteur très très long. Donc là, les architectures classiques ne pouvaient plus être utilisées, donc on a développé donc, à l'ONERA un moteur donc, on va dire régression à cigarette un moteur à cigarette à régression compensée. Donc on pressurisait la partie aval, donc c'est pas la partie orange, là, saumon, c'était un capteur de déplacement pour regarder à quelle vitesse le combustible peut déplacer. On avait un déplacement passif, donc avec une pressurisation ici, pour pousser le combustible, le maintenir toujours à la même distance de l'injection d'oxydant. Et donc, on a démontré le fonctionnement de ce moteur sur 300 secondes. Donc, je vais vous lancer la petite vidéo, puis j'en parlais à peu près. Donc là, on a une pression, une pression dans la chambre de combustion constante, donc sur 300 secondes. Donc avec une poussée, donc du coup relativement constante, donc qui correspondait à 400 newtons, donc qui est extrapolée dans les conditions vides. Après, on avait fait un test sur 5 minutes de fonctionnement, donc avec une tuyère ONERA, donc en graphite. Donc là, la tuyère, on l'a érodée. On n'a jamais été plus loin parce que malheureusement, le partenaire qui devait nous fournir la tuyère, qui était capable de tenir normalement 20 minutes, donc c'était l'ordre d'idée de tester le temps sur lequel on aurait dû tester ce moteur. La tuyère n'avait malheureusement pas pu être fabriquée pour différents problèmes techniques. Donc, on s'est arrêté finalement à une démonstration de 5 minutes, mais 3 minutes avec des conditions de fonctionnement constantes. Bon, et ensuite, actuellement, on voit une explosion donc, de la propulsion hybride avec différents lanceurs. Donc là, elles ne sont pas toutes représentées parce qu'il faudrait encore beaucoup de planches, mais vous avez quelques-uns, donc des moteurs les plus puissants qui sont réalisés en propulsion hybride actuellement. Donc juste une petite planche de conclusion. Donc la propulsion hybride, elle est très très utilisée donc actuellement avec toutes les startups, mais il y a quand même encore du travail à réaliser, notamment pour vraiment comprendre ce qui se passe dans la chambre de combustion. Donc avec notamment comment mesurer la vitesse de régression, comment reconstruire la vitesse, le combustible pour avoir
cette grandeur, ce qui permettra, on va dire, à terme d'optimiser les moteurs. Comparé aussi avec tout ce qui est fait avec toutes les simulations numériques. Puis encore, après, il y a la partie modélisation numérique à valider, prendre en compte, enfin, regarder les différents effets, notamment pourquoi il y a encore des problèmes quand on compare. En moyenne, ça marche très bien. Quand on regarde un peu plus en détail, on voit que ça marche moins bien. Donc, essayer vraiment de comprendre cette étape-là. Bon, après, si j'ai une suggestion, ce n'est pas nécessairement des suggestions, mais la propulsion hybride, en fait, on va dire, c'est un mode de propulsion complémentaire à la propulsion solide et à la propulsion liquide. Le but, c'est pas de dire on place les deux propulsions par la propulsion hybride. Voilà, c'est d'autres avantages, d'autres inconvénients, donc un créneau de fonctionnement à part. Et puis finalement, la propulsion hybride, souvent, c'est utilisé parce que c'est relativement simple. Donc le but, c'est quand même d'essayer de garder des architectures qui sont assez simples. Parce que si on complexifie les architectures, on va, on va faire face à des problèmes. Et donc, du coup, ça va être un petit peu plus difficile derrière à mettre en œuvre. Et bon, ça peut limiter, on va dire, le manque qu'il y a vis-à-vis de cette technologie. Donc voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Ça a été un petit peu rapide à la fin, je m'en excuse parce que voilà,